Alors, sur les marchés en général, on voit, on est au 10e relèvement des taux chez les Américains. Le climat, évidemment, est assez anxiogène. En fait, quand vous regardez ce graphique, auparavant, quand il y avait une forte hausse des taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vous voyez, ça montait très très vite, et puis ça descendait entre 7 et 14 mois assez rapidement. Et quand on regarde, c'est arrivé en 2000, évidemment, la bulle Internet, c'est arrivé en 2008, évidemment. Ça arrive aujourd'hui aussi, sauf qu'aujourd'hui, on est dans un autre contexte avec une inflation très élevée, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a entendu Madame Lagarde la semaine dernière dire que ça risquait de durer quand même un petit peu plus longtemps qu'auparavant. Continuons le tour des marchés. Quand on regarde d'ailleurs aussi sur le slide suivant, on voit que l'inflation reste tenace. Sur les marchés en général, il n'y a rien à faire. Ben, l'inflation qu'on nous disait transitoire il y a 1 an, il y a 2 ans, ben, elle est toujours là. Hein, elle ne bouge pas, malgré les hausses des taux. On était habitué pendant trop longtemps à de l'argent gratuit. Et maintenant, cette période-là est finie. Alors, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. On a eu une période assez exceptionnelle historiquement avec des taux trop longtemps trop bas. Et certaines entreprises en ont trop profité ou en ont abusé peut-être. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'évidemment, cette inflation, beaucoup l'avaient oublié, et ça fait rire en général. Hein. C'est vrai, quand on regarde le panier de la ménagère, qui s'est réduit comme peau de chagrin, cette inflation, il y a beaucoup qui l'ont connue dans les années 80, années 90, et puis à l'entrée des années 2000, c'était quelque chose, un phénomène qu'on n'avait plus connu. Inflation à 2 chiffres. Euh, il n'y avait plus que les pays exotiques qui avaient ça. Et maintenant, ben, on l'a connu en Europe, dans les pays développés également. On redescend évidemment, mais on l'a vu sur le stade précédent, on est toujours aux alentours de 5-6% en général dans les pays développés. Ça reste une taxe universelle, ça touche tout le monde. Évidemment, ça touche plus les petits revenus, mais ça touche tous les ménages et tous les particuliers. Les entreprises également et les gouvernements aussi, on le verra par la suite. Et d'ailleurs, on le voit, même Jimmy Dimon, la semaine dernière, disait encore qu'il ne serait pas surpris de voir les bons du Trésor américain à 5,5 ou le baril à 120, 150 dollars. Je rappelle qu'on est maintenant aux alentours des 90 dollars. Ça veut dire que oui, l'inflation est toujours là, mais il y a des matières premières qui restent élevées. On parle toujours d'un phénomène en fin de cycle. Hein. Vous savez, le dollar qui baisse, les matières premières qui montent. C'est le cas actuellement. Et on parle même aussi maintenant de revenir sur les obligations, alors que les obligations étaient un petit peu délaissées pendant très longtemps. Même PIMCO, le gros gestionnaire américain qui est très connu pour ses fonds en obligations, pousse maintenant de plus en plus et dit aux gens que maintenant montre avec des preuves sur les rendements nets qu'il faut se mettre en obligation. Alors l'impact sur l'économie il se fait ressentir clairement. Ici, on a un graphique sur l'indice d'activité manufacturière américaine. Alors en général, on va passer sur le volet technique, mais cet indice-là, quand l'ISM manufacturier est au-dessus de 50, ça veut dire que l'économie est en expansion. Quand on est en dessous de 50, on est en contraction et donc l'économie recule. Regardez bien ce graphique. En fait, quand on est en dessous de 50 pendant de longs mois, très longtemps consécutivement, eh bien, vous voyez, ça correspond à des périodes, en général, de récession très forte. On le voit de nouveau ici. 2008, la crise financière. 2000, la bulle Internet. Et puis, vous regardez l'échelle à côté, hein, vous voyez. Et aujourd'hui, en 2023, ben, on voit que les mois consécutifs d'indices d'activité économique en contraction eh bien, sont à ce niveau-là. On se demande, on a 8 mois consécutifs
d'ISM manufacturier en recul. Donc l'activité dans les usines, il y a moins d'activité, on est en recul. L'économie ne stagne pas, elle recule. Et ce problème de la dette qui revient sur le devant de la scène. Alors ici, ce sont les dettes des gouvernements européens en chiffres absolus. Ligne rouge, vous avez la France, puis vous avez juste derrière l'Italie, évidemment, suivi par l'Allemagne et l'Espagne en dessous. Ce sont des montants absolus et on voit bien que les dettes commencent à exploser, sauf que l'environnement de taux a changé. Très important, parce que ça va commencer à coûter de l'argent et là on a des gouvernements qui sont à des 120% de dette du PIB. Et également aux États-Unis, où la dette a explosé. Alors ici, c'est un graphique très intéressant, où vous voyez en fait, on marque en anglais too late to refi, tout trop tard pour se refinancer. On voit que les États-Unis ont plus de 40% de leur dette avec une maturité de moins d'1 an. Une maturité de moins d'1 an, ça veut dire pour les États-Unis 1000 milliards de dollars par an de charges d'intérêt. Charges d'intérêt uniquement, et l'environnement actuel est des taux élevés. Donc rappelez-vous, on a parlé des taux élevés. Avant, ils descendaient rapidement, mais là, ce n'est pas le cas. Ils resteront à un certain niveau pendant un certain temps. Et ce graphique est très parlant. D'ailleurs, quand on regarde, on compare la gestion du gouvernement américain avec celle des entreprises, eh bien, regardez ce graphique-ci. On a pris les entreprises du SP500 et on voit que plus de la moitié de ces entreprises américaines, 500 plus grosses entreprises américaines, 48% de leur dette aura une échéance au-delà de 2030. Entreprise bien gérée, évidemment. Donc quand on voit ça, on se demande si finalement la gestion de la dette du gouvernement américain ne ressemble pas plus à une entreprise toxique, en fait, clairement. Regardez les maturités, 2024, seulement 6% des entreprises du SP500. Donc on voit vraiment à chaque fois les maturités qui s'éloignent, et en général, on essaie de prendre assez de distance vis-à-vis de ça, et étaler bien son endettement. Autre chose aussi, assez intéressante à voir, on a beaucoup parlé avec, entre autres, d'abord le secteur du luxe. Cette année-ci, c'était une thématique qui est revenue assez souvent. Puis le secteur de l'intelligence artificielle. La concentration de la hausse des marchés, on a parlé des Magnificent Seven, et on voit qu'en fait, Apple, par exemple, en bourse, 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, l'équivalent du PIB de la France. Et donc, en fait, les bonnes performances de certains indices ou certains trackers, la potion magique que certaines personnes essaient de vous vendre parfois, eh bien, c'est la concentration sur certaines actions. On a parlé des Magnificent Seven, donc c'est 7 entreprises qui tiennent le marché à bout de bras. Nvidia, Apple et les autres. Donc ça aussi, il faut s'en méfier parce que ce n'est pas sain. Autre graphique intéressant, la prudence à court terme. On parle souvent de calme avant la tempête. Alors le VIX, qu'on appelle aussi l'indice de la peur, techniquement, on prend 4 options call, 4 options put sur le SP500. On fait une petite popote. Bref, on a un indice qui en ressort. Ça permet d'évaluer en fait la volatilité de l'indice. Alors quelque chose qui ne fait que monter n'est pas volatile. Quelque chose qui fait que descendre n'est pas volatile. Quelque chose qui bouge, qui va à la hausse, à la baisse, est très volatile. Et pour l'instant, la volatilité est quasiment au plus bas. Très dangereux parce qu'on voit aussi que quand elle est très très basse, eh bien, c'est après justement souvent qu'éclatent des crises. Dernière chose, bien, comme je disais, on parle souvent des ETF et puis des obligations et autres, mais quand on regarde finalement au final, vous prenez ce graphique qui est historiquement long,
le rendement des actions individuelles reste quand même à moyen long terme de très loin le meilleur, suivi par les obligations d'entreprise, gouvernement et puis les matières premières et alors les devises tout en dessous, négatifs même en dollars. Donc on voit bien que les résultats positifs à long terme sont durables. Il faut juste faire des bons choix sur des bons titres et toujours évidemment se baser sur une analyse fondamentale. La bourse n'est pas un casino, ce n'est pas un jeu et vous investissez toujours sur du moyen long terme. Réfléchissez bien à ça quand vous prenez un placement, quand vous faites un placement et informez-vous un maximum. Voilà, c'était le tour des marchés en général. Évidemment, vous retrouvez chaque fois plus d'informations dans l'investisseur. On a décidé maintenant aussi avec la rédaction de l'investisseur de faire chez Côté francophone chaque premier mercredi du mois une conférence où on revient sur les marchés, on passe des choses en revue. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par mail. Côté néerlandophone, c'est 2 fois par mois, parce qu'ils sont plus, évidemment. Donc c'est plus demandé. Alors, je vais appeler maintenant nos invités de ce soir, pour lesquels vous êtes tous venus, et pour lesquels vous êtes là, vous aussi, en ligne, en train de nous regarder. Je vais commencer par le Jean-Pierre Hanin, le CEO de Cofinimo, à prendre place, à côté de moi. Applaudissez, s'il vous plaît.